Bonjour à tous, je suis Chloé Marbach et vous souhaite la bienvenue sur le podcast Pirate. Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Juliette de Feraudy qui a créé Valeriana il y a plus de 4 ans. L'épisode est un peu plus long que d'habitude, mais Juliette nous explique son parcours avec sincérité, nous livrant au passage de très nombreuses astuces. Elle nous explique notamment le choix de son statut juridique, comment et pourquoi travailler avec des stagiaires et freelance en nous faisant part de ses expériences personnelles, les bénéfices d'une communication active et ses conseils pour un bon référencement SEO, et aussi de l'importance d'être bien soutenu à la fois par ses proches, tout en se créant un réseau externe pour toujours progresser. Ce qui est certain, c'est qu'après avoir écouté cet épisode, vous aurez envie d'aller faire un tour sur le site web de Juliette pour découvrir ses chaussettes, collants et bas de contention trop canon. Alors, que ce soit pour votre prochain voyage en avion, pour offrir à vos proches ou vous faire un petit cadeau personnel, Juliette offre 30% de réduction aux auditeurs de ce podcast avec le code PIRATE au pluriel, valable sur son site www.valeriana.com. Allez, cette fois je vous laisse découvrir mon échange avec Juliette de Feraudy, fondatrice de Valeriana. Bonne écoute! Bonjour Juliette. Bonjour Chloé. Juliette, tu es la fondatrice de Valeriana, une marque française qui crée des collants, chaussettes et bas pour les personnes qui sont sujettes aux troubles légers de la circulation veineuse. En soi, pour dire les choses plus simplement, tu as révolutionné le marché du bas de contention. Ouais. Mais avant de faire ça, en fait, tu as eu une autre vie puisque tu étais juriste. Et du coup, je me posais la question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? Alors, ça n'était pas une envie au départ, ça s'est fait un peu par hasard. Il y a eu plein de choses qui se sont combinées et qui m'ont permis de me lancer. La première chose, c'est que dans le métier dans lequel je travaillais, donc j'étais juriste contentieux. Déjà, c'était pas le métier de mes rêves. Juriste, j'ai fait des études de droit parce que ma sœur avait fait des études de droit et que je savais pas ce que je voulais faire, donc c'était un peu l'idée de me dire je fais des études et puis on verra sur quoi ça débouche. Et je me suis ennuyée ferme pendant pas mal de temps. J'ai fini par trouver un travail qui me convenait pas plus que ça et je me suis dit mon Dieu, ma vie est toute tracée, je vais m'ennuyer toute ma vie, ça va être l'horreur. Et j'y ai quand même trouvé mon compte, j'ai appris beaucoup de choses, comme j'aime bien apprendre, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre. Et le fait d'être assise en fait toute la journée à un ordinateur, j'ai commencé un peu à développer des troubles de la circulation veineuse. Mais j'en avais déjà avant, c'est pas arrivé du jour au lendemain, mais ça s'est accentué du fait d'être assise toute la journée derrière un ordinateur, donc d'être très statique. Et j'avais les jambes qui gonflaient, c'était vraiment la cata, donc j'ai fini par aller voir un angiologue, donc c'est le spécialiste des veines, parce que la nuit ça me réveillait, en fait j'avais mal aux jambes, j'avais des impatiences, donc les jambes qui bougeaient. Et donc il m'a fait un petit examen, il m'a dit rien de grave, mais concrètement va falloir que vous portiez des bas de contention si vous voulez pas que ça s'aggrave avec le temps, parce que les troubles veineux ça ne s'améliore pas. Et là t'avais quel âge quand ça t'est arrivé ? Là j'avais 24 ans. D'accord, ah oui c'est assez jeune quand même. Et ça touche beaucoup de personnes qui sont jeunes comme ça ? Ouais, plus qu'on ne croit en fait. Très souvent c'est lié aux hormones, ça peut commencer dès l'adolescence. Moi ça a commencé très tôt parce que je me souviens sur les bancs du lycée de voir mes jambes gonflées, un peu violettes, ou même en fait tu sais quand tu touches ta peau, elle change de couleur. En fait typiquement c'est que t'as pas une très très bonne circulation veineuse. Donc moi j'avais déjà remarqué ça, mais j'avais pas de douleur particulière, donc ça me gênait pas. Et ça s'est vraiment développé après. Donc ouais, c'est assez courant et ça arrive aussi que ça se développe plus rapidement quand on prend la pilule ou ce genre de choses. Très souvent la prise de médicaments avec des hormones, ça dérégule en fait. Ouais, moi ça a été un des facteurs aussi. Donc voilà, donc j'ai commencé à porter des bas de contention et ça a été un peu la première rencontre avec les bas de contention, l'horreur, à la fois génial parce que je découvrais quelque chose qui changeait ma vie en fait, d'un point de vue vraiment positif pour le coup. Ça me soulageait, j'avais les jambes beaucoup plus légères, à la fin de la journée j'avais pas les jambes qui ressemblaient à des poteaux, c'était vraiment super dans ce sens-là. Mais par contre je découvrais aussi par ailleurs une matière pas très agréable à porter, qui tient très chaud en été, parce que c'était des matières épaisses encore à l'époque. Ils faisaient pas trop de choses jolies, donc j'avais pas vraiment le choix. En fait, si je voulais que ce soit remboursé, il fallait que ce soit noir ou beige. Aujourd'hui, c'est toujours le cas d'ailleurs. Ils font plus de modèles, mais les modèles jolis, généralement, ils sont pas trop remboursés. Et du coup, voilà, j'avais choisi des bas noirs pour commencer. Oh, mon Dieu, c'était horrible.
Je me souviens que je me suis dit, mon Dieu, toute ma vie, je vais porter ça va être sympa. Ouais, puis en plus, tu dois les porter, quelle que soit la saison, tu es obligé d'avoir tes bas de contention noirs hyper épais. Voilà, faut les porter régulièrement. Et de toute façon, t'as pas vraiment le choix entre le noir et le beige. Le beige, il est hyper... En fait, il a beau être le plus fin possible, ce qu'on te propose en pharmacie, c'est des mailles qui restent épaisses, et donc t'as l'impression d'avoir une jambe de bois, quoi. C'est pas très très joli. Donc j'étais assez déprimée. Et je me suis dit, c'est pas possible. À mon âge, je dois pas être la seule à devoir porter ce genre de produit et à trouver ça moche, en fait. Enfin, c'est pas normal. Et on m'a répondu quand j'ai dit, mais vous pouvez pas faire des choses un peu plus jolies. On m'a dit, c'est du médical, hein, c'est pas censé être joli. Ouais, okay. Sympa. Et la féminité, après, elle est... Alors là, mais je suis restée comme deux ronds de flanc. Je me suis dit, bon, d'accord, donc ils ont rien compris. C'est du médical, donc ça doit être moche. Non, je suis désolée. Justement, parce que c'est du médical et qu'on n'a pas le choix, il faudrait que ce soit joli. Mmh. Et du coup, ça a été ton déclic pour te dire, mais en fait, ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que je lancerais pas? C'était pas vraiment le déclic. Parce que j'ai commencé effectivement, j'ai commencé à faire des recherches pour moi. Pas pour créer une entreprise. Pour moi, je me suis dit, ça doit bien exister ailleurs. Donc j'ai commencé à regarder, à me dire, pourquoi pas en acheter ailleurs pour moi. Et j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que dans d'autres pays, ça se faisait. En fait, il y avait des choses très jolies, avec une contention médicale garantie et des jolis motifs, des choses vraiment comme les collants traditionnels que tu peux trouver chez d'autres marques. Mmh. Donc je me suis dit, regardons s'il n'y a pas moyen de commander ce genre de produits. Puis petit à petit, je me suis dit, vu que je dois pas être la seule, pourquoi est-ce que j'essaierai pas de trouver ce genre de produits et de les importer en France et de revendre sur un site internet. Donc ça, c'était l'idée de base. Je me suis dit, tiens, on va tester ça. Et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que créer son entreprise, ça se faisait pas comme ça. Que les bas de contention, c'était plus complexe qu'il n'y paraissait. Et donc, j'ai commencé un peu à faire des recherches, à me renseigner. Et puis, j'ai réalisé que si je voulais vraiment monter quelque chose, il fallait que ce soit quelque chose de sérieux. Il fallait pas que ce soit juste, tiens, je crée mon site, j'importe des collants et je les revends. Parce que ça, en plus, c'était en plus de ton travail ou t'avais déjà quitté ton travail? C'était toujours en poste en tant que juriste. Donc, c'était vraiment c'était l'été 2013 que j'ai commencé à y réfléchir. Mmh. Et puis je voyais aussi que ça coûtait cher en fait d'acheter des bas de contention et si je voulais les revendre, me faire une marge. Là, j'ai commencé à comprendre comment se calcule une marge, comment se calcule un bénéfice. Oui, parce qu'en plus, j'imagine que quand tu as fait des études de droit, c'est des choses qui doivent te paraître un petit peu lointains et que tu dois connaître vite fait, mais sans vraiment les maîtriser. Tu maîtrises pas du tout, quoi. C'est vraiment... Donc là, j'ai appris ces termes-là, j'ai appris comment se calcule tout ça. Et là, je me suis dit... Merde, si je veux vraiment faire quelque chose de bien, il va falloir que je crée mes propres modèles. Ça me coûtera probablement moins cher que de revendre des modèles déjà créés, d'autres marques qui vont pas forcément me laisser le choix sur cette marge qui est minuscule. Mmh. Donc voilà, j'ai commencé un peu à réfléchir à tout ça. Et puis le déclic, ça a été lors d'une réunion dans mon job, où ils ont commencé à nous expliquer que tout allait changer, que tout allait être automatisé et que en gros notre job de juriste contentieux, on allait être des robots, quoi. En gros, c'est un peu ce qui se profilait. Et là, je me suis dit, mais au secours, je veux pas faire ça. Et donc je suis allée voir à la sortie de cette réunion-là où tout le monde est sorti hyper énervé. Je suis allée voir ma boss et je lui ai dit je veux partir, je veux quitter l'entreprise. Elle m'a dit oh mais Juliette, je m'entendais très bien avec elle, elle était très gentille. Elle m'a dit mais Juliette, qu'est-ce que vous allez faire si vous partez? Réfléchissez, prenez le week-end pour réfléchir, voilà. Et j'ai pris le week-end pour réfléchir et le lundi je suis revenue, je lui ai dit voilà, j'ai un projet d'entreprise sur lequel je travaille déjà depuis plusieurs mois et je veux partir pour le mener à bien. Donc je veux négocier pour partir. Je peux pas rester ici, ça m'amuse plus. Et comment est-ce qu'elle a réagi? En fait, elle était mitigée parce que elle voyait que je partais pas pour rien faire, en fait. Je partais pas sur un caprice, c'était réfléchi. Elle m'a beaucoup soutenue, mais en même temps, elle avait pas envie que je parte. Ouais, c'est normal. Voilà. Mais elle m'a soutenue et de fait, j'ai pu rencontrer son N+1 et le big boss du service dans lequel je travaillais. Et ils m'ont tous soutenue. Ils ont tous été super. Et ils m'ont tous dit ok, t'as un projet, trouvons une solution. Alors bon, ils ont commencé par essayer de me proposer un mi-temps, ça me convenait pas, et j'ai fini par partir.
Quand tu leur as expliqué à tous que voilà, tu voulais partir pour un projet, tu leur présentais le projet ou pas? Ouais, j'ai dû leur présenter le projet. J'ai dû leur expliquer. Alors, il s'avère que c'était déjà lancé. J'avais déjà lancé ma boîte. Parce que donc j'ai commencé à y réfléchir en l'été 2013. J'ai créé les statuts, j'étais auto-entrepreneur, donc j'ai créé mon statut auto-entrepreneur et accessoirement le fait d'être juriste, ça aide beaucoup pour créer ce genre de choses. Ouais, justement, je me posais la question. Ouais. Parce qu'en plus, c'est souvent quelque chose qui peut faire peur à la plupart des entrepreneurs qui n'ont pas du tout de connaissances en droit et en juridique à la base, et où on se pose plein de questions sur savoir quel statut d'entreprise choisir, même au niveau administratif, comment est-ce que ça se passe concrètement. Et du coup, je me suis dit, mais toi qui avais justement ce background en étant juriste, ça a dû quand même pas mal t'aider. Et alors, comment est-ce que tu as choisi d'être auto-entrepreneur? C'était parce que c'était le plus cohérent par rapport à ta situation, j'imagine, mais qu'est-ce qui a fait que c'était la meilleure formule pour toi? Alors, deux choses. La première, c'est comme j'étais encore salariée quand j'ai créé les statuts, donc début 2014, fin 2013 d'ailleurs, j'étais encore salariée, donc c'était évident que je pouvais pas monter une entreprise et être à fond alors que j'avais un job à côté. Et le deuxième point, c'est que en tant qu'auto-entrepreneur, pour commencer, si tu touches rien, tu dépenses rien. En fait, t'as pas de taxes ou quoi, tu vois, t'es assez libre en fait. Si tu fais un chiffre d'affaires à zéro, tu déclares zéro aux URSSAF et ils te prélèvent rien. Donc c'est quand même très rassurant quand tu commences une entreprise que tu sais pas quand tu vas commencer à réaliser du chiffre d'affaires. C'est très rassurant de te dire, bon, j'ai pas de chiffre, mais je paye rien, donc c'est pas grave. Enfin, je paye rien entre guillemets, hein. Moi, j'avais quand même tout mon stock à payer, donc oui, bien sûr. C'est pas une mince affaire, mais c'est quand même beaucoup plus rassurant de se dire, j'ai pas des sommes qui vont continuer à courir alors que je gagne pas d'argent. Pour moi, c'est hyper important et auto-entrepreneur, c'est le meilleur statut pour ça. D'accord. C'est le seul qui permet de faire ça? Ouais, en France, c'est le seul qui permet de faire ça. D'accord. C'est bon à savoir. Sinon, en fait, et en plus, auto-entrepreneur, tu peux rédiger. En fait, t'as pas de statut à rédiger. C'est hyper simple. Tu fais ta démarche en ligne. Ça prend 15 minutes quand le service marche, ce qui est pas toujours le cas. Mais bon, enfin, c'est quand même le plus simple. T'as pas besoin de passer par un avocat. Voilà. Le seul truc, c'est que quand tu fais de la vente en ligne, il faut que tu aies des conditions générales de vente. Et ça, t'es obligé de les faire rédiger par quelqu'un qui s'y connaît un minimum, parce que tu peux pas mettre n'importe quoi dans tes conditions générales de vente, comme dans tes mentions légales. Alors, mention légale, tu peux trouver des modèles sur Internet, c'est assez basique, mais les conditions générales de vente, ça doit s'appliquer à ton cas particulier. Tu peux pas pomper des conditions générales sur quelqu'un d'autre. Déjà parce que c'est la propriété de la société. Donc, si elle s'en rend compte, tu peux te faire, ça peut coûter cher. Et puis en plus, c'est hyper important que ce soit adapté à chaque situation. Donc moi, pour le coup, j'ai rédigé mes propres conditions générales de vente que j'ai fait relire ensuite par un ami avocat. D'accord, ah oui, quand même. Ça m'a permis d'avoir un truc bien ficelé. Ça marche. Ouais. Et donc alors, en fait, juste pour refaire un petit peu la chronologie, donc été 2013, tu te dis que en fait, ça pourrait être bien d'acheter des bas de contention à l'étranger pour faire une marketplace ici. À ce moment-là, tu crées ton statut d'auto-entrepreneur. Et comment ça se passe? Parce que du coup, quand tu parles avec ton entreprise, ça, c'était plutôt fin 2013. Ouais, non, même pas. Non, quand j'ai parlé avec... non, il s'est passé beaucoup plus de temps que ça. Entre le moment où j'ai créé mon entreprise, déjà entre le moment où j'ai réfléchi au projet et le moment où j'ai réalisé qu'il allait falloir que je crée mes propres bas, j'ai commencé à démarcher, moi, des fournisseurs. D'accord. Donc j'ai cherché en ligne, j'ai regardé aussi parmi les marques de contention où est-ce qu'ils fabriquaient, et du coup ça m'a permis de trouver des fournisseurs dans les pays concernés. Et là j'ai commencé, en fait je me suis dit, si je veux être crédible, il faut que j'ai déjà un statut d'entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon statut auto-entrepreneur, pour pouvoir démarcher des fournisseurs. Ensuite j'ai sorti mes premiers modèles de collants, je les ai sortis en octobre 2014, donc il y a eu pas mal de retard. Je devais les sortir en septembre pour la rentrée. Et bon, comme ça, c'est souvent le cas avec les fournisseurs, t'as toujours du retard. J'ai ouvert mon site internet et tout avec les produits en octobre 2014. Et en fait, je bossais comme une folle parce que du coup, j'avais mon travail de salarié le jour.
Et je rentrais chez moi, je me remettais à bosser sur ma boîte pour faire la communication sur Instagram, Facebook, plus tout ce qu'il y avait à gérer derrière. Et là, j'y passais des nuits entières en fait. Donc je dormais 4 ou 5 heures par nuit grand max. Ah oui. Et je faisais des siestes quand je pouvais. Mais sauf que en fait, arrivé mi-2015, on devait être avril ou mai, c'est là où ça a commencé à être compliqué à gérer tout ça parce que ça faisait plusieurs mois d'affilée que je dormais 5 heures par nuit grand max et j'étais épuisée, j'avais plus de vie, j'étais presque au bord du burn-out. Donc là, c'est là où en fait il y a eu un peu cette prise de conscience lors de la réunion salariée où on nous apprend que notre méthode de travail va complètement changer, qu'on n'est plus des êtres humains, on est des robots. Et là, en fait, j'étais tellement fatiguée que j'ai pris ça vraiment en pleine face. Ça a été très compliqué et c'est là où j'ai décidé de quitter l'entreprise. Mais finalement, c'est quand même arrivé presque au bon moment pour que justement ça a été ton levier pour te dire non mais en fait stop, maintenant je me consacre à 100% pour mon entreprise. Ouais, et en plus du coup ça m'a permis de pouvoir travailler avec d'autres personnes, d'avoir des stagiaires qui m'ont beaucoup aidé. Donc là, le fait d'être à 100%... Et du coup, comment ça s'est passé pour les stagiaires? Justement, ça m'intéresse pas mal de savoir à quel moment tu t'es dit « Ah ben, je pourrais me faire accompagner ». Et enfin, ça m'intéresse parce qu'au final, on a souvent peur de travailler avec d'autres personnes. Personnellement, toi, je sais que moi, le fait de déléguer, c'est super dur. J'ai toujours l'impression que ce sera mieux fait si je le fais toute seule et que ça ira plus vite. Mais du coup, comment tu peux nous expliquer un petit peu comment t'as fait? Alors, pour ma première stagiaire, ça s'est fait un peu par hasard. Je faisais pas mal de réunions entrepreneurs le soir après le boulot, donc quand j'avais pas encore quitté mon taf. C'est les meet-up entrepreneurs, donc tu rencontres d'autres entrepreneurs qui te racontent un peu ce qu'ils font et ça peut créer des synergies hyper intéressantes. Ce qui était compliqué, c'est que j'étais souvent la seule femme, donc j'ai assez rapidement abandonné les meet-up entrepreneurs parce que je devenais un peu la cible des gros pervers et qui te prennent un peu pour la petite jeune fille qui monte sa boîte. Bon bref, passons. Mais il se trouve qu'à cette occasion, j'ai quand même rencontré des gens très sympas et il y a une personne dans le tas qui un jour me dit écoute, j'ai rencontré une nénette qui voudrait faire un stage en start-up et il s'avère que j'ai pas la place chez moi et je pense qu'elle serait bien pour toi, elle pourrait t'aider à développer ta marque et en plus, donc elle était italienne, dit elle est anglophone, toi aussi, ça pourrait être intéressant. Je l'ai rencontrée, ça a tout de suite super bien matché, en fait elle est arrivée direct, moi j'avais pas prévu d'avoir une stagiaire, elle est arrivée, elle m'a dit j'ai vu ta marque, moi je pense que je pourrais faire ci, ça pour t'aider à la développer. Et là, génial. Waouh, cette fille a tout compris. Ok, on va bosser ensemble. Et donc, on a fait une convention de stage. Pour un stage de 3 mois, à l'époque, tu pouvais encore avoir des stages de 3 mois non rémunérés. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est 1 mois max. D'accord. Donc, c'était quand même pratique pour moi. Ouais, tu m'étonnes. Donc, c'est passé juillet, août, septembre. Et elle m'a vachement aidée parce que elle était super motivée. Elle avait des contacts graphistes et autres qui m'ont aidé à développer des plaquettes pour Valeriana. Enfin, vraiment top. Et du coup, j'ai décidé de renouveler l'expérience l'année suivante. Et cette fois-ci, j'ai mis une annonce en ligne et j'ai passé des entretiens. J'ai fait passer des entretiens avec des étudiants. Et moi, je fonctionne beaucoup au feeling, pas forcément à l'expérience, parce que l'expérience, ça veut rien dire. Très souvent, surtout des stagiaires, en plus, tu vois, ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Ils sont étudiants, ils n'ont pas masse d'expérience, mais par contre, pour moi, ce qui importe le plus, c'est le feeling. Est-ce que ça matche bien en termes de personnalité? Parce que quand tu es à ton compte, la personne, elle vient travailler chez toi, donc il faut quand même que ça matche. C'est sûr. Et, donc voilà, il fallait que le niveau caractère, ça concorde et que la personne, tu sentes qu'elle soit motivée, quoi. Et là, j'ai eu une deuxième stagiaire vraiment top, hyper motivée, qui était assez réservée, mais qui avait plein d'idées super. Et de fait, j'étais ravie de bosser avec elle. Et elle m'a beaucoup aidée. Oui, c'est vrai qu'on pense pas trop. Enfin, quand tu me parlais de stagiaire, j'avais pas du tout pensé au fait que la personne venait chez toi, en fait, parce que ton bureau il est chez toi. Quand tu travailles chez toi, la personne vient chez toi. Ouais. Après, tu peux toujours aller bosser dans des espaces de coworking. Ça se fait de plus en plus. À l'époque, moi, il y en avait pas énormément. Il y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Donc c'était plus compliqué, mais aujourd'hui c'est hyper simple d'aller bosser ailleurs dans un endroit calme. Tu trouves un espace de coworking
Et tu peux, voilà. Mais en fait, là, pour revenir à la question d'une stagiaire, pour être sûr d'avoir besoin d'une stagiaire, il faut déterminer les tâches que tu vas lui donner à faire. En fait, tu peux pas dire, tiens, je vais prendre une stagiaire et puis on verra au feeling. Il faut vraiment que tu aies des tâches particulières. Et moi, il y avait des trucs que j'avais pas le temps de faire et j'avais besoin d'un regard extérieur pour apporter un peu du neuf. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et que je continue à faire aujourd'hui. Apporter du neuf avec un regard qui va me proposer des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Et donc j'avais déterminé des missions très précises qu'elle a faites et en parallèle elle a ajouté des choses que elle avait le temps de faire, voilà. Non mais c'est super. Et donc tu as eu que le moment où tu es partie de ton entreprise, là tu te lances. Finalement, ça a été un déclic, mais aussi le truc qui a fait que tu t'es un peu lancé. C'est qu'en fait, toi, tu as eu le déclic au moment du marché et puis tu as eu le levier, on va dire, de ce moment, cette réunion quand tu étais en entreprise. Ouais. Et comment ça s'est passé, du coup, genre le premier jour où tu t'es dit, bon, bah, ça y est, je travaille plus et là, je suis à 100% sur mon entreprise? Alors, je t'avoue, le premier jour, j'ai pris une semaine de vacances. Et j'ai dormi. Oui, je comprends. Il y avait du sommeil en retard. Là, c'était vital. Je me suis reposée. J'ai pris une semaine off et du temps pour moi pour réfléchir à ce que je voulais, à comment je voulais mener les choses de front. Et après, voilà, le premier jour de travail vraiment à temps plein, en fait, c'est comme quand quand t'as que 3 heures, sauf que là, t'as plus de temps pour développer vraiment les choses. L'avantage d'avoir que 3 heures pour bosser, c'est que du coup, t'es plus efficace. Parce que voilà, t'as pas le temps, il faut aller droit au but. Mais quand t'as une journée entière, tu t'organises, quoi. Tu te fais un plan d'attaque. Il faut que je fasse ci, ça, pour telle date, telle date, telle date. Et là, tu t'y mets. Parce qu'en fait, du coup, tu étais toute seule jusqu'à ce que cette stagiaire arrive. Mais au-delà de ça, est-ce que c'était pas trop compliqué de se retrouver vraiment toute seule quand tu dois prendre des décisions qui peuvent être particulièrement engageantes et te dire, au final, y a que moi qui suis responsable et j'ai personne pour vraiment me challenger? Oui et non. En fait, ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, je suis quelqu'un d'assez autonome et j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai eu beaucoup de mal avec la hiérarchie, moi je me fous la pression toute seule, donc en fait si quelqu'un me rajoute une pression derrière, ça marche pas. C'est généralement je perds mes moyens et je suis pas efficace, alors que moi toute seule je me colle une pression d'enfer et généralement c'est beaucoup plus efficace. Donc pour moi travailler toute seule c'était pas tant le problème. Par contre, il y a eu des moments où j'avais besoin d'un regard extérieur et donc là je demandais un peu autour de moi, je posais des questions, qu'est-ce que t'en penses, tout en sachant que quand tu poses des questions à tes copines, faut faire très attention, faut écouter, mais il faut rester sur ton axe parce que tes copines elles vont te dire des trucs, mais c'est les premières à te dire ce serait génial que tu fasses ça, je t'achèterais trop ça si tu le fais, et puis tu le fais et puis en fait elles achètent pas parce que ou y raison, peu importe, c'est pas grave, tu vois, chacun fait ce qu'il veut, mais de fait si tu l'as fait en fonction de 3 copines, ça marche pas. Et t'es déçu. Donc il faut toujours garder son axe. Et de fait en plus, quand t'es entrepreneur, c'est un truc très particulier qui se passe pas quand t'es salarié. C'est que les gens autour de toi, mais de manière très bienveillante, mais ça devient insupportable en fait, ils ne peuvent pas s'empêcher de te dire ce que tu devrais faire et comment tu devrais le faire. Donc, et t'as pensé à faire ça, mais tu devrais trop faire ci. Et pourquoi tu fais pas ça? Moi, si j'étais toi, je ferais ça. Et en fait, ça te perturbe parce que toi, t'as pas du tout ça en tête. Et du coup, tu te dis, merde, peut-être que je vais pas dans le bon sens, peut-être qu'il faudrait que je fasse ci, ça. Donc, tu t'éparpilles et tu prends pas les bonnes décisions. Donc, il faut apprendre à, tu écoutes d'une oreille. Peut-être que dans le tas, il y aura des super idées de faits auxquelles tu n'auras pas pensé, qui vont pouvoir t'aider à avancer. Mais il faut garder son cap. Il faut pas prendre en compte tout ce que les gens te disent parce qu'ils auront toujours un truc à te dire. Chose qu'ils ne feraient pas si tu étais salarié. Moi, personne m'a jamais dit en tant que juriste, tu devrais faire ci, ça. Non, personne m'a jamais dit ça. Par contre, depuis que je suis entrepreneur, ça y va. Et alors, si tu parles de ton cap, pour toi, c'était quoi ton ambition pour ton entreprise? Alors, quand j'ai commencé, j'étais un peu perplexe parce que je savais pas trop où j'allais justement. J'avais des copines qui avaient monté leur boîte, donc j'ai pu un peu discuter avec elles, faire le point sur
toutes les choses auxquelles il fallait que je pense en fait. Donc ça, c'était très très enrichissant de pouvoir parler avec des gens qui étaient passés par là. Mon cap après, c'était donc j'ai commencé avec juste 2 modèles de collants. Il fallait que j'en développe plus et que j'arrive à porter mon entreprise au niveau français et pas seulement parisien, parce qu'à l'époque j'étais à Paris et du coup je faisais connaître au niveau local, alors à travers des marchés de créateurs, ce genre de choses. D'ailleurs c'était très drôle parce que les gens s'attendent pas du tout à avoir des bas de contention sur des marchés de créateurs. Oui, c'est sûr. Et du coup ça marche super bien parce que t'as le temps de discuter avec les gens et le bouche à oreille marche très 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 bien. Mais l'idée pour moi c'était de quitter cette zone parisienne et de vraiment faire fonctionner mon site internet, parce que je cartonnais quand je faisais des ventes en direct, mais sur internet j'étais pas connue, mon site n'était pas référencé. Donc l'idée c'était vraiment amener mon site à être référencé au niveau national et à me faire connaître ailleurs qu'à Paris. Et ailleurs autrement que par le bouche à oreille. Et comment est-ce que tu as fait justement? Alors, comment j'ai fait? J'ai beaucoup travaillé sur mon SEO, donc c'est le Search Engine Optimization, c'est le Google. Donc le SEO, c'est vraiment le référencement naturel. J'ai pas fait de référencement payant parce que quand t'es pas encore au point sur tes mots-clés, sur ce qui va fonctionner avec Google, tu peux te planter et dépenser beaucoup d'argent. Et moi, j'étais un peu frileuse sur ce point-là. Donc, j'ai travaillé mon référencement naturel et ça s'est fait par 2 biais. Ça s'est fait par l'e-shop. Donc, j'ai beaucoup travaillé mes fiches produits pour que ça ressorte bien dans Google quand tu cherches chaussettes pour prendre l'avion ou collants de contention un peu glamour, que tu tombes au moins sur mes images, parmi tant d'autres, parce qu'aujourd'hui je suis plus toute seule sur le créneau, mais à l'époque j'étais toute seule. Et donc ça a été le premier point. Et le deuxième point, c'est que j'ai créé un blog sur lequel j'ai commencé à rédiger des articles assez précis sur la circulation veineuse, la santé, le bien-être. Donc l'idée c'était vraiment de réconcilier l'image qu'on a des bas de contention pour permettre aux jeunes femmes en particulier, mais pas que, parce qu'il y a aussi des hommes, de prendre soin de leur santé veineuse, mais sans avoir honte du regard extérieur. Donc c'était vraiment expliquer les bas de contention, c'est pas une tragédie, c'est pas fatal, ça peut vraiment t'aider et il existe des choses plus jolies. Et donc j'écrivais des articles et je le fais toujours aujourd'hui et j'ai même modifié le blog pour en faire un magazine spécialisé avec la partie santé, la partie beauté, la partie voyage, avec des articles, par exemple, pourquoi faut-il porter des bas de contention quand on prend l'avion. Et en fait, le fait d'écrire ce genre d'article, ça te permet de te positionner en tant qu'expert sur ces domaines-là. Donc ça demande beaucoup de travail, mine de rien, parce que tu fais du travail de recherche, d'écriture, et en plus, derrière, il faut que tu travailles en connaissance du SEO. Tu sais que ton article, il faut qu'il soit référencé sur Google. Et du coup, ça dépend des mots-clés que tu emploies dans ton article? Ouais, exactement. Okay. Typiquement, si tu cherches, par exemple, imaginons tu cherches sur Google bas de contention grossesse, tu peux tomber sur un de mes articles, pourquoi il est important de porter des bas de contention quand on est enceinte. Ça peut être un des articles parmi d'autres. Donc c'est hyper important de réfléchir à tes mots-clés quand tu écris un article, tout en sachant qu'il faut pas non plus bourrer ton article de mots-clés, sinon ça n'a plus aucun sens et c'est illisible. Mais ça fonctionne très très bien, mais ça fonctionne pas tout de suite, ça fonctionne avec le temps. Donc plus tu écris des articles, mieux tu es référencé, plus les gens viennent te voir, mieux tu es référencé. D'accord. Donc c'est un cercle vertueux. Et ça a mis combien de temps à peu près pour décoller? Ça a mis une bonne année, ouais. Ah oui, quand même. Une bonne année pour voir clairement que ça fonctionnait bien. Et aujourd'hui, j'en tire encore les bénéfices. Donc ça met beaucoup de temps, ça met entre 6 mois et 1 an pour bien référencer tout le truc et c'est du boulot et c'est un peu frustrant parce qu'au début tu vois pas les résultats. Et surtout que ça doit prendre pas mal de temps et alors ça me fait poser la question, pourquoi est-ce que tu travailles pas avec d'autres personnes qui pourraient t'aider à faire ça? Alors c'est le cas. Ah, d'accord. Du coup c'est le cas. Aujourd'hui là j'ai pris la décision il y a quelques semaines
de travailler avec une rédactrice web qui est indépendante. Alors, les articles du blog, je veux continuer à les rédiger moi-même parce que je connais bien le sujet et je me sens pas encore de le déléguer à quelqu'un. C'est la circulation veineuse, la contention, tout ça, c'est un sujet qui est un peu technique, même si en soi, si tu te renseignes bien, ça reste accessible à tous. Mais de fait, si tu veux proposer des articles un peu techniques, il faut être quand même un peu dans le milieu. Donc aujourd'hui, je me sens pas de déléguer ça. Par contre, je délègue la communication sur les réseaux sociaux. Donc à partir du 20 août, ça n'est plus moi qui fais la communication sur les réseaux sociaux parce que ça me saoule en fait, tout simplement. Ça m'amuse plus du tout. J'ai plus le temps et donc là, c'est une rédactrice qui va s'en occuper et elle a des super idées. Elle va partager des trucs super chouettes. Je pense que ça va donner un nouveau souffle un peu à Valériana. Super. Et du coup, ce sera ton employé ou c'est une freelance? C'est une freelance. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de rester seule dans mon entreprise parce que je suis un peu une contrôle freak et que j'aime bien tout maîtriser, même si j'ai quand même tendance à beaucoup déléguer certaines choses parce que les choses que je sais pas faire tout simplement ou que je sais moins bien faire, je préfère les déléguer à des experts. Là, c'est le cas pour la communication sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis formée sur le tas, j'y connaissais rien. Ça m'a pris du temps, j'ai fait des formations en ligne. C'était hyper intéressant au début, maintenant, ça m'amuse plus du tout. J'ai beaucoup mis de côté Instagram ces derniers temps parce que je voudrais justement le reprendre bien. Et donc là, ça va être le cas à partir du mois d'août avec la rédactrice qui va bien s'en occuper. Les relations presse aussi, j'ai travaillé avec une freelance. C'est des choses que je ne maîtrise pas, que je délègue facilement. La partie informatique, pareil, je ne maîtrise pas tout, donc je délègue. Mais ce que je maîtrise, je le garde pour moi tant que j'ai le temps de le faire. Et là, par exemple, tu l'as trouvée comment, la rédactrice? Alors, c'est par mon réseau d'entrepreneuses, une copine entrepreneur qui me l'a conseillé, en fait, qui m'a dit tu verras, c'est une machine de guerre, faut que tu travailles avec elle, elle est top. Et je l'ai rencontrée, le feeling est bien passé, et du coup, voilà. Et quand tu dis ton réseau d'entrepreneuse, c'est ton réseau que toi tu t'es créé, ou est-ce que c'est un réseau qui est bien cadré et ficelé? Non, c'est un réseau que je me suis créé. Au fil des années, j'ai rencontré pas mal de filles entrepreneuses, des mecs aussi, très sympas, qui gèrent super bien, qui ont des projets hyper intéressants et tout. Mais c'est plus facile entre filles de fait parce que tu partages un peu les mêmes problématiques et notamment parce que c'est parfois un peu compliqué. Alors les gars de notre génération, c'est pas le cas. C'est assez facile d'échanger avec eux et tout, mais les hommes qui sont plus âgés et qui ont monté leur boîte, ça peut être un peu compliqué. Parfois, t'es confronté à des murs, et t'es pas trop prise au sérieux en fait. Et puis si t'es un tant soit peu intelligente et mignonne, tu leur fais peur. D'accord. En tout cas, c'est ce qu'on avait remarqué avec les copines. Et donc, voilà. Le fait d'être un réseau de filles, c'est pas anodin. Tu t'aides beaucoup. Il y a une entraide vraiment très très forte. C'est hyper intéressant d'échanger. On n'évolue pas toutes au même niveau. On a chacune des visions différentes de l'entrepreneuriat et on ne travaille pas du tout dans les mêmes domaines. Là, la copine qui m'a présenté la rédactrice web, elle crée des sites internet, mais à la base, elle faisait des bijoux. Enfin, c'est un peu les serial entrepreneuses, tu vois. J'adore. On est un peu slasheuse, on aime bien avoir plusieurs projets de front et c'est toujours ce qui est hyper enrichissant. Et donc, voilà, on se retrouve là-dedans. On est vachement connectés. Et de quoi est-ce que tu es le plus fière justement depuis que tu as créé Valériana? Alors, je suis assez fière d'être sortie de ma coquille en fait, parce que ça m'a vachement donné confiance en moi. En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez timide à la base. J'ai du mal à aller vers les gens. Et en fait, c'était vraiment très difficile pour moi de sortir de ma coquille, de parler aux gens. Le fait de me lancer dans ce projet-là, j'ai appris à aller vers les gens, à me renseigner. En fait, j'ai appris tellement de choses. Aujourd'hui, si je vais discuter avec la personne que j'étais il y a 6 ans, c'est plus du tout la même. C'est vraiment, j'ai beaucoup évolué et ça je suis assez fière de ça parce que j'ai grandi avec mon entreprise quoi. J'ai appris plein de choses.
Ça marche. Donc, au final, ça fait 4 ans que tu as lancé Valeriana. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ce que tu fais, ça te passionne ou en tout cas que ça pourrait être ta passion? C'est pas ma passion, non. C'est toujours un peu le truc. Les bas de contention, ça a jamais été ma passion, hein, concrètement. Et le fait d'avoir créé mon entreprise, ça claque là derrière. On a un peu d'orage, mais c'est pas grave. C'est pas devenu ma passion, mais j'aime bien ce que je fais, mais j'ai d'autres passions à côté. Voilà, ça reste un boulot en fait. Après, je m'éclate à rédiger des articles pour le blog et tout. Je m'éclate. C'est vraiment un truc qui m'amuse, mais de fait, c'est pas ma passion, mon boulot. D'accord. Voilà. J'ai mon boulot et j'ai mes passions à côté. Et pour autant, est-ce que tu dirais que tu es quand même épanouie dans ton travail aujourd'hui? Ouais, beaucoup plus épanouie que ce que je faisais à l'époque. Clairement, parce que je suis libre de faire comme je l'entends. C'est mon bébé. C'est moi qui mène les projets comme je l'entends. Je suis je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui avec ce travail-là. Clairement, je choisis mes horaires, je choisis comment je veux travailler, la manière de m'organiser. C'est libérateur. Justement, comment est-ce que tu t'organises au quotidien et est-ce que tu aurais des petits tips ou des outils que tu utilises et que tu aurais tendance à recommander? Donc alors je suis assez vintage. Moi, j'aime bien travailler sur un cahier. J'ai toujours mon cahier à portée de main avec mon stylo et je note les choses à faire. Généralement, je le prépare dans début de semaine. Je me dis, là, voici les points que j'ai à faire cette semaine, avec les plus importants, les plus urgents au début et puis les moins importants après. Donc, je catégorise. Par exemple, je vais écrire le blog, écrire tel article, trouver les photos pour cet article, référencer SEO. Donc moi, j'adore le faire sur un cahier parce que je trouve ça très pratique en fait, c'est jouissif de pouvoir le rayer avec un crayon quand tu l'as fini. C'est un peu c'est sûr, ouais. Mais j'ai pas mal travaillé avec l'application Wunderlist et ça fonctionne pareil en fait. Après tu tiques les choses, les tâches que tu as faites. Donc c'est bien foutu la Wunderlist et puis tu peux te mettre des rappels aussi. Donc pour ça c'est cool. Et alors, c'est une application ou ça existe aussi pour l'ordinateur? J'ai pas essayé pour l'ordinateur. Pour moi, c'est une application sur le téléphone, mais faut regarder. Peut-être que ça existe aussi pour l'ordi. Ça, je sais pas. J'ai jamais testé. Mais c'est vrai que sur la partie téléphone, c'est pas mal parce que ça veut dire que même si tu es en déplacement, tu penses à un truc à faire, hop, tu peux directement le noter aussi. Et tu peux le partager. Et tu le retrouves quand tu peux partager avec quelqu'un d'autre normalement ta Wunderlist. Donc c'est pas mal si tu as des salariés ou des collègues, tu peux partager ça. Donc ça c'est vraiment bien. Okay, voilà, donc ça c'est un des outils que j'aime bien utiliser, mais de manière générale, j'aime bien quand même me faire ma bullet point sur mon carnet, c'est plus sympa. Je sais pas, c'est un truc que j'ai gardé, que j'ai toujours fait. Pour mon organisation au quotidien, j'ai tendance à lire mes mails beaucoup plus tard dans la journée, pas forcément dès le matin, parce que ça peut vraiment pourrir une journée en fait quand t'as un mail qui tombe alors que t'as des tâches urgentes à faire. Ça te coupe dans tes tâches. C'est pas forcément, ça peut être un peu nocif. Donc moi j'aime bien lire mes mails plus tard et je vais les consulter 2 fois max dans la journée. Je vais pas les consulter 10 fois dans la journée parce que ça t'interrompt dans tes tâches et t'es moins productif. Le fait de les lire 2 fois max dans la journée, une fois le matin, en milieu de matinée, une fois en milieu d'après-midi, tu sais à peu près les mails auxquels tu dois répondre. Enfin, un mail, si c'est vraiment urgent, en fait, les gens, ils t'appellent. Ils t'envoient un petit message pour te dire « Eh oh, je t'ai envoyé un mail, c'est hyper urgent, peux-tu regarder ?» Mais sinon, ça attend le lendemain ou le soir. Enfin, voilà, le fait d'être tout le temps connecté sur Internet, sur son mail, c'est vraiment un facteur dégradant pour la productivité. Je trouve que ça te casse ta journée. Ouais, c'est vrai que j'avais déjà entendu des personnes qui coupaient même les notifications sur leur ordinateur, sur leur téléphone, pour pas être dérangées, pour pouvoir vraiment avoir ce travail hyper segmenté finalement, mais qui te permet d'être beaucoup plus productif et de faire les choses, toi d'avoir du temps pour te concentrer, pour faire les tâches qui sont prioritaires. C'est exactement ce que je fais. Moi, j'ai coupé toutes les notifications pour choisir, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très stressant d'avoir tout le temps une notification qui te rappelle un truc. Il faut que je réponde à machin. En fait, ça te coupe dans ta journée, dans ce que tu es en train de faire.
c'est un facteur de stress. Non, mais je suis d'accord. Et en plus, le truc, c'est que les moments où t'as pas de notification, du coup, tu vas avoir tendance à aller vérifier, genre retourner ton téléphone portable pour voir si t'as pas loupé un truc. Tu deviens presque addict, en fait, à ça. Tu peux consulter ton téléphone 70 fois par jour pour rien. Donc voilà, autant ne pas avoir de notification, comme ça tu choisis toi quand est-ce que moi, enfin, quand je commence à rédiger un article de blog, quand t'es dans la rédaction, t'as besoin d'être très concentré. Donc ça, je coupe mon téléphone pour pas être embêtée. Et je me dis, si c'est vraiment urgent, les gens ils trouvent toujours un moyen de te joindre de toute façon. Hein. Non, ouais, c'est sûr. Autrement, en outil que j'utilise qui est très pratique, moi, dans mon cas, ça va être toutes les applis Mailchimp, Facebook Page et Instagram, parce que je communique quand même sur ces réseaux-là. Et Mailchimp, c'est pour les newsletters, pour envoyer une newsletter. Donc voilà, Facebook Page, Mailchimp. Si j'ai le Zendesk Chat, parce que j'ai un chat sur mon site internet, donc je peux recevoir les messages en instantané de mes clients. Tiens, d'ailleurs, ton site internet, tu l'avais fait toute seule? Ou est-ce que tu t'étais fait accompagner? Alors j'ai utilisé la base PrestaShop. PrestaShop, c'est vachement bien parce que ça te propose des sites vitrines en fait, et après c'est toi qui ajoutes tes modules qui sont développés sous PrestaShop. Tu peux les ajouter assez facilement. La prise en main est assez rapide, ça reste intuitif. Mais après c'est bien de se faire accompagner parce que il y a des applis que j'aurais pas pu installer moi-même, et même j'ai demandé un peu l'avis d'un informaticien parce que c'était hyper important pour moi d'avoir un site sécurisé. Et donc, comme c'est un site marchand, tu récoltes des sous, tu récoltes des données personnelles. Donc, c'est hyper important d'être dans les clous. Donc là, j'avais besoin à la fois d'un juriste confirmé et d'un informaticien pour gérer la partie données personnelles et la partie transactions monétaires. Donc voilà, là, j'ai fait appel à des professionnels pour ça, pour être bien en règle. Et comment tu les as trouvés? Par mon réseau. Non, comme quoi c'est quand même important, tu vois, d'être entouré et d'oser aller à la rencontre d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi pour pouvoir justement, en fait, après facilement trouver les bons contacts au bon moment. Et avoir ce système d'entraide aussi, comme tu disais tout à l'heure. C'est très, très important. En fait, quand tu es toute seule, que tu crées ton entreprise, il faut sortir de chez soi. C'est pour ça qu'au début, moi, je faisais beaucoup les meet-up entrepreneurs. Hein. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont fait rencontrer d'autres gens, etc. Et du coup, c'est quand même... là où j'ai rencontré le plus de monde, c'est sur les salons de créateurs, et notamment un qui est génial à Paris, qui s'appelle Bande de créateurs, où il y a une vraie entente entre créateurs et principalement des créatrices, et c'est vraiment principalement des filles. Et généralement, tu développes un peu des affinités. Moi, j'ai rencontré des gens avec qui je suis toujours amie aujourd'hui, et souvent, tu vas avoir des conseils hyper intéressants de gens qui vont te dire: ah, mais attends, là, tu fais ça comme ça. Mais attends, mais moi, j'ai un outil génial qui va t'aider à être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et de fil en aiguille, tu découvres des choses comme ça. Et donc ça, c'est très, très intéressant d'aller à la rencontre de ces gens-là quand tu es dans ce domaine. Ça peut être aussi dans les espaces de coworking, rencontrer les gens dans les coworking et discuter avec eux. Et juste, ça demande un peu de sortir de sa coquille, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile en tant qu'entrepreneur? Ça va être dans les moments de démotivation, et il y en a toujours. Tu vois, t'as des moments où t'es crevé, ça marche pas comme tu voudrais, tu sais pas dans quelle direction tu dois aller. Et là, ça peut être compliqué. Ouais, il faut être un peu entouré. Et je crois que le plus important, c'est d'être entouré, de se sentir soutenu par ses proches. Pour moi, c'est vraiment hyper important. Et je pense que si mon mari m'avait pas soutenu comme il me soutient encore aujourd'hui, je pense que j'aurais lâché l'affaire plus d'une fois. Parce que j'y arrivais pas, parce que je savais pas dans quelle direction aller, parce que j'avais l'impression que je faisais des trucs de nuls, que ça n'avait aucun intérêt. Et en fait, il m'a toujours vachement redonné confiance en moi, m'a donné les bonnes raisons de continuer. Et je pense que c'est hyper important, de se sentir soutenu, parce que parfois tu gagnes pas ta vie, tu comptes un peu sur l'autre, quoi.
Ouais, non, c'est sûr. Et tu sais, ce que tu dis, c'est marrant, ça me fait penser à... Dans mes anciennes fonctions, on avait eu une fois une conférence et c'était une personne qui venait, qui travaillait dans un fonds d'investissement et qui disait que quand ils faisaient les entretiens avec les entrepreneurs, ils avaient toute une grille d'analyse et ce qui rentrait énormément en compte, en fait, c'était est-ce qu'ils cherchaient à rencontrer le conjoint ou la conjointe de l'entrepreneur pour savoir si la personne soutenait vraiment la personne. Parce qu'en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que, en fait, quasi systématiquement, si tu as la personne qui se lance en entrepreneuriat et son compagnon qui ne le soutient pas, en fait, dès qu'il y aura un obstacle un petit peu plus grand que les autres, l'entrepreneur va baisser les bras parce que justement, il n'aura pas eu tout le soutien, tout ce que tu expliques en fait, qui va te permettre de remonter la pente et te dire allez non, c'est pas parce qu'il se passe ça que tout est terminé, je me donne les moyens de... Et donc, toi, ce que tu dis, ça vient complètement confirmer ça aussi, que même, en fait, du point de vue de l'entrepreneur, c'est hyper important. Ouais. Typiquement, quand t'as ce soutien-là, moi, mes parents m'ont vachement soutenu au début et c'était pas évident parce que sur ce genre de projet-là, ils peuvent avoir tendance à être un peu frileux, à se dire, attends, réfléchis bien quand même, tu sais, les parents, ils ont envie d'être rassurés, de savoir que t'as un CDI, que t'as une situation stable. Et quand je leur ai dit, je vais quitter ma boîte pour monter la mienne, ils étaient pas si étonnés que ça, en fait. Parce que j'avais bien réfléchi à mon projet, j'avais bien, voilà, et puis je m'ennuyais dans mon travail, j'étais déprimée, j'étais pas heureuse, ils le voyaient. Et ils m'ont dit, écoute, c'est peut-être effectivement le bon moment, go, vas-y, on te soutient. Et ils m'ont vachement aidé même financièrement pour lancer mon projet. Donc ça, c'est aussi hyper important d'avoir le soutien, pas seulement de son compagnon, aussi de sa famille. Je pense que ça aide beaucoup en tout cas. Et d'ailleurs aussi tout à l'heure, tu parlais des premiers investissements, des premières dépenses que tu as dû faire avec justement tout l'achat de tous les stocks que tu as dû avoir. Tout l'achat de marchandises. D'un point de vue financier, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as dû faire appel à des prêts ou est-ce que finalement, avec de la love money, tu vois, autour de toi et tes réserves personnelles, c'était suffisant? Moi, ça a été love money et réserves personnelles. C'est mon père qui m'a prêté de l'argent. Et ça c'est quand même un super point parce que ok, tu dois rembourser, mais t'as pas les mêmes échéances qu'avec une banque, t'as pas les intérêts, c'est beaucoup moins stressant et du coup tu te sens vachement soutenu aussi. Donc moi j'ai fonctionné comme ça et maintenant en fait ça m'a permis d'établir un fonds de roulement important plus mon premier stock et aujourd'hui je fonctionne toujours avec ce fonds de roulement là. Donc ça c'est vraiment ouais, c'était vraiment un levier vraiment important quoi. Et quels sont les conseils que tu donnerais à des personnes qui auraient envie de se lancer mais qui n'osent pas? Tu calcules ton risque, hein, c'est toujours la même chose. Est-ce que t'es toute seule? Est-ce que t'as des enfants? Est-ce que t'as un compagnon qui peut éventuellement t'aider dans les périodes de vache maigre? Ça fait partie des petites questions qu'il faut quand même se poser, mine de rien, parce que ça reste très pragmatique, hein. Est-ce que t'es toute seule mais t'as négocié une rupture conventionnelle, tu touches le chômage? C'est pas la même chose que t'es toute seule et t'as un enfant à charge. Donc clairement, si les conditions sont réunies, pourquoi hésiter? Concrètement, qu'est-ce que t'as à perdre en fait? Le risque, c'est de se planter, mais si t'en tires quelque chose, t'auras appris un truc sur toi et c'est hyper positif. Et si ça marche, c'est encore mieux. Donc je pense qu'il faut se lancer pour apprendre des choses sur soi, pour développer quelque chose de nouveau, parce que sinon tu stagnes en fait dans la vie. Donc je pense que c'est important d'évoluer un peu, de sortir de sa zone de confort, même si c'est pas évident à faire. De toute façon, c'est souvent quand on est face aux plus grandes difficultés qu'on progresse le plus, qu'on apprend le plus sur soi. Toi, comme tu disais, tu vois, ça t'a permis de prendre énormément confiance en toi. Est-ce que tu dirais d'ailleurs que ça t'a apporté d'autres choses personnellement? Déjà des rencontres. Moi aujourd'hui j'ai tout un groupe de gens qui sont vraiment devenus des amis et à la base c'était des entrepreneurs comme moi et on se serait pas rencontrés autrement je pense et ce sont devenus des vrais amis donc des super relations. Je pense que ça je suis assez heureuse de ça. Après voilà, la confiance en moi c'est une chose mais j'ai aussi appris beaucoup en fait. Je suis devenue le couteau suisse de ma boîte donc c'est hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs et ça m'a permis aussi en fait je
j'étais arrivée à un moment de ma vie où je savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Et bon, encore aujourd'hui, tu vois, je suis pas persuadée que Valériana, ce sera toute ma vie, parce que de toute façon, j'adore continuer à apprendre. Donc à partir du moment où je stagne, ça m'intéresse plus. Il faut que j'apprenne. Et j'ai appris plein de trucs et ça m'a permis de déterminer ce que je déteste, ce que j'aime pas, ce que j'aime, ce que je voudrais faire un peu, développer un peu plus. Moi, je suis quelqu'un d'assez créa, donc ça m'a permis un peu de comprendre mes limites, d'en pousser d'autres. Donc voilà, je pense que ça, c'est des points que tu peux pas apprendre autrement qu'en créant ta boîte, quoi. Non, mais c'est super. En fait, tu t'es vraiment révélée et découverte grâce à tout ça. Et est-ce que si tu devais refaire les choses, tu les ferais de la même manière? Non, je ferais pas de la même manière. Je ferais pas du tout de la même manière. Je pense que je suis partie du principe qu'il fallait absolument que j'ai le produit pour pouvoir commencer à faire de la com, à monter le site. Il fallait que j'ai les produits. Et j'ai perdu un temps fou parce que mes fournisseurs avaient du retard. Donc du coup, je pouvais pas commencer ma communication parce que j'avais pas mes produits. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Alors qu'en fait, aujourd'hui, si je devais recommencer, j'ai mes prototypes. J'attaque direct la communication visuelle, tout. J'attaquerai direct. Aujourd'hui, en fait, quand tu regardes le marketing, ce qui est important, c'est pas le produit en lui-même, c'est comment tu le vends. En fait, moi, je pensais l'inverse. Je pensais que ce qui était le plus important, c'était le produit. En fait, tout le monde s'en fout de ton produit. Tu peux avoir le produit le meilleur du monde, si personne te connaît, personne l'achète. Alors que tu peux avoir le produit le plus pourri de la terre. Faut regarder les spinners quand même, ça sert à rien. Et ben ça s'est vendu mais comme des petits pains. Parce que les types sont super forts pour vendre ça. Ils ont compris que ce qui était important, c'était pas le produit, c'était la manière dont tu le vendais. Donc aujourd'hui, si je devais recommencer ma boîte, j'attaquerais une communication agressive dès le début et je lancerais vers le produit. Ensuite, une fois que je suis sûre d'avoir une communauté fiable et qui va acheter. Mais ça, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire de toute façon parce que je n'y connaissais rien. Non, mais c'est vrai d'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser aussi à une interview du fondateur de KissKissBankBank qui expliquait que finalement, sa plateforme de crowdfunding permet également à ce que les personnes puissent tester leur marché, leurs produits. Et c'est vrai qu'au final, c'est pas mal de voir s'il y a déjà du répondant avant de lancer le produit pour s'assurer qu'en fait, on part dans la bonne direction et qu'il y a bien un marché. Oui. Tout à fait. Après, le crowdfunding, c'est encore un peu différent parce que quand tu es sur KissKissBankBank, oui, tu fais tester ton produit, mais si tu plantes ton crowdfunding, ça veut pas dire que ton produit est pourri et que ça va pas marcher. En fait, ça peut aussi vouloir dire que t'as pas assez bien communiqué dessus. Parce oui, c'est vrai qu'il y a tout le côté communication. En fait, les gens, ils commencent à s'intéresser à ton projet à partir du moment où tu as déjà de la thune dessus. Donc, ça veut dire que tu as fait appel à ta famille, à tes potes pour mettre 10 balles par-ci, 10 balles par-là. Et ensuite, les gens extérieurs à ta famille, à ton entourage personnel, vont commencer à s'intéresser à ça. Et là, ils vont dire, attends, il y a déjà 4 000 € sur les 6 000 demandés. Ça veut dire que le projet intéresse. Attends, moi aussi, ça m'intéresse. Les gens, ils ont toujours peur de louper le truc. Ça s'appelle the fear of missing out. C'est vraiment la peur de louper l'événement ou l'objet qui arrive, tu vois. Donc, du coup, ils sont toujours, s'il y a un truc qui commence à faire le buzz, ben, ça fait encore plus le buzz. Et donc, ta campagne KissKissBankBank, si elle marche pas, c'est pas forcément parce que ton produit est pourri, c'est peut-être aussi parce que t'as pas assez bien communiqué dessus, ou c'est un problème de timing. Parfois, ça peut arriver trop tôt aussi sur le marché. Et ça, c'est compliqué, hein. Quand t'es le premier sur le marché à lancer un truc, faut être motivé. Non, mais oui, c'est clair. Et d'ailleurs, parlant de ça, toi, tu disais tout à l'heure que tu commençais à avoir des concurrents. Ouais. Comment est-ce que tu gères ça? En fait, aujourd'hui, la concurrence que j'ai, c'est que les grosses marques de contention qui faisaient des trucs moches ont compris que s'ils voulaient perdurer sur le créneau, il allait falloir qu'ils se fassent des trucs un peu plus sympas, quoi. Et donc, ils commencent un peu à développer. Et c'est là où, pour moi, c'est compliqué parce qu'eux, ils ont une force de frappe qui est plus importante que la mienne. Parce que ils sont déjà positionnés dans le monde médical comme des entreprises purement bas de contention, médicales, machin. Bon, voilà, moi j'arrive avec mes bas de contention. C'est plus compliqué d'arriver quand t'es une marque pas connue que quand t'es une marque déjà connue et que tu crées un nouveau produit. Donc
Donc j'ai cette concurrence-là. L'avantage que j'en tire, c'est que du coup, les gens, voyant que ça se fait, des jolies choses, ont plus confiance dans le fait que ça puisse se faire ailleurs que dans les marques qu'ils connaissent. Donc voilà, c'est pas que du négatif d'avoir de la concurrence. Bien au contraire, il faut en tirer parti. Et d'ailleurs, toi, tes bas de contention, ils sont remboursés ou pas ? Alors non, ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ça, c'est un des grands trucs de la France qui m'agace d'ailleurs profondément, parce que les gens rentrent dans une pharmacie, ils ont l'impression que c'est un magasin de bonbons où tout est gratuit. C'est pas gratuit, hein. La sécurité sociale, on la paye. On la paye dans nos taxes, on la paye. Donc oui, c'est cool de pouvoir en profiter, mais maintenant, si tu veux des bas de contention un peu jolis, c'est dur de se faire rembourser. Donc en pharmacie, déjà, quand tu trouves des bas de contention un peu stylés, avec des motifs et tout, ils sont jamais remboursés à 100%. C'est toujours ce qui est remboursé à 100%, c'est ce qui est noir, beige, moche. Voilà. Après, comme diraient certaines personnes que je croise, ils se sont beaucoup améliorés. Oui, certes, ils se sont améliorés. C'est quand même pas encore la panacée. Donc voilà, aujourd'hui, les bas qui sont vraiment jolis avec des super motifs ne sont pas remboursés à 100% par la Sécu. Tu peux avoir une part prise en charge par la Sécu et le reste par ta mutuelle. Ça, c'est possible. D'accord. Moi, aujourd'hui, mes bas ne sont pas du tout pris en charge par la Sécurité sociale et du coup, c'est plutôt aux clientes de faire la démarche d'aller voir leur mutuelle, parce que la mutuelle, dans le cadre de leur panier santé, peuvent rembourser quelques paires par an avec présentation d'une ordonnance et d'une facture. Donc ça, c'est possible de faire ça. Mais sinon, moi, je fonctionne pas du tout avec la sécurité sociale. Et aujourd'hui, tu es présente dans toute l'Europe ? Mon marché principal, c'est la France. Ensuite, je vends beaucoup en Belgique et je commence à vendre pas mal aux États-Unis aussi. Ah, super. Félicitations. Parce qu'en plus, je sais qu'il y a pas mal de startups qui peuvent être très présents dans un pays et qui ont des difficultés à s'adapter à d'autres cultures, à d'autres réglementations et ce genre de choses. Donc je sais que c'est pas toujours facile d'aller s'implanter sur d'autres marchés, en tout cas d'un point de vue géographique. Donc, bravo. Avec Internet, c'est l'avantage, c'est que mon site est bien référencé en anglais aussi. Donc du coup, les gens viennent regarder et tu as l'avantage aussi d'être une marque française. Et ça, c'est quand même très intéressant à l'échelle américaine. Voilà, moi j'aimerais bien me développer plus encore, notamment en Angleterre. J'ai pas du tout touché l'Angleterre pour l'instant, et ça m'intéresserait beaucoup. L'Angleterre, les États-Unis encore plus, parce que c'est des marchés très ouverts, même les marchés nordiques, c'est des marchés intéressants parce que ils ont compris que la contention, déjà ils ont pas la sécurité sociale qui vient rembourser leurs bas, donc ils en ont rien à cirer, et ils ont compris que c'était hyper important pour la santé de prendre soin de sa circulation veineuse en fait. Et donc ça, c'est intégré dans les mœurs, et c'est pas juste mon médecin m'a prescrit des bas de contention, c'est moche, mais bon, heureusement c'est remboursé par la Sécu. Tu vois, là, c'est une autre mentalité. Et ça, c'est ce qui me plaît à l'étranger. Et j'aimerais bien me développer un petit peu plus dans ces pays-là. Non, mais ce que tu dis, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai eu donc on a été en contact et la veille, je fais un déjeuner avec des copines. J'ai une copine qui est enceinte et qui revenait de France, donc le vol dure à peu près 15 heures, donc c'est quand même pas mal. Et donc on lui a recommandé de porter des bas de contention. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que ce n'est pas seulement recommandé pour les femmes enceintes, mais vraiment pour tout le monde, parce que surtout sur des longs courriers comme ça, qu'au final, ça peut être aussi sympa d'avoir un équipement qui est un peu plus joli que ce qu'on peut. C'est même pas que l'esthétique, c'est aussi les matériaux utilisés. Les matériaux utilisés pour les produits remboursés par la sécurité sociale. Si tu veux, pour être remboursé, t'as des plafonds, donc il faut que ta paire, elle coûte pas plus de 20 €, ta paire de chaussettes. Bon, une paire de chaussettes à 20 €, généralement, ça va être des produits avec des matières pas forcément très confortables, souvent un peu serrées, la maille est assez épaisse, un peu rêche. C'est pas vraiment agréable à porter, et quand tu fais 15 heures de vol derrière, t'as envie quand même d'avoir des produits plus confortables. Mais de fait, quand tu prends l'avion, c'est hyper important de porter des bas de contention, même si t'as pas de problème de circulation veineuse. Dès que tu passes plus de 4 heures dans un avion, tu développes entre guillemets un risque plus important que la moyenne. T'es dans une cabine qui est pressurisée, qui donc est très sèche. Ton sang a tendance à coaguler un peu plus, il est moins fluide. Et comme en plus t'es assise,
tu rajoutes des facteurs aux facteurs aux facteurs. Et donc finalement, tu finis par potentiellement, la première chose qui t'arrive généralement, c'est que tu as les pieds qui gonflent. Ça, c'est un premier facteur. Mais la phase suivante, c'est que tu peux faire une phlébite. Et ça, c'est super embêtant parce que tu as un caillot qui bouge ton artère dans le mollet. Et là, tu peux avoir des vrais problèmes. Donc ça, c'est hyper important de porter des chaussettes quand tu prends l'avion sur plus de 4 heures, ouais. Même si t'as pas de problème de circulation veineuse. J'essaye vachement de faire de la prévention, justement, et c'est pour ça que je suis pas non plus pro-sécurité sociale. C'est génial pour plein de choses, mais en l'occurrence, il vaut mieux prévenir que guérir. Quand tu sais que les bas de contention, les chaussettes de contention peuvent t'apporter un véritable plus pour ce genre de vol ou autre, t'as pas besoin que ce soit remboursé par la sécurité sociale. Faut regarder un peu le plus et le moins et se dire, c'est ma responsabilité, c'est ma santé. Tu vois, je pensais pas que c'était dès 4 heures de vol qu'il était recommandé d'avoir des chaussettes de contention. Il faut que tu continues tes articles. C'est ça. On va passer à la session clôture et avec mes 2 questions favorites que je pose systématiquement en fin d'épisode. Je voulais savoir si autour de toi tu as eu des mentors ou alors est-ce que y a des personnes qui t'ont inspiré particulièrement? Alors je suis pas quelqu'un qui est impressionné par les gens de manière générale. Enfin, du coup, mentor en tant que soi, non, j'en ai pas vraiment eu. J'ai eu beaucoup d'aide de la part de personnes diverses et variées. C'est souvent d'ailleurs des femmes entrepreneurs. Donc je dirais que de manière générale, les personnes qui m'ont inspirée, c'est les femmes entrepreneurs parce que j'ai appris leur vision des choses, j'ai vu comment elles fonctionnaient, comment elles développaient leur entreprise et j'ai appris énormément à leur contact. Donc pour moi, ça va être non pas une personne en particulier, mais plutôt un tout. Donc les femmes entrepreneurs, clairement, je les admire parce que elles gèrent plein de choses en même temps, elles ont pas froid aux yeux et dans un monde où tout va très vite, parfois ça peut être très compliqué de gérer les choses et je trouve que les femmes s'en sortent plutôt bien. Donc voilà, et j'ai eu l'occasion moi de rencontrer la fondatrice de Envie de fraise et j'avais un peu discuté avec elle parce que j'aimais bien sa manière de voir les choses et notamment c'était elle qui disait c'est important d'entendre ce que les gens disent autour de soi, mais en fait, il faut arrêter de toujours vouloir prendre en compte les avis des uns et des autres parce qu'on finit par s'éparpiller. Et c'est totalement vrai, c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que je vis encore au quotidien. C'est garder son cap malgré les conseils divers et variés que chacun voudra donner par bienveillance ou pas d'ailleurs. Donc voilà, ça fait partie de ces femmes à suivre parce que elles révolutionnent un peu leur monde. Elle, à sa manière, elle a révolutionné les vêtements pour femmes enceintes qui étaient à l'époque inexistants, quasiment inexistants. Et elle a créé une marque géniale, vraiment jolie, avec des fringues très élégantes pour les femmes enceintes. Et moi, à ma manière, j'essaye de révolutionner, de dépoussiérer le bas de contention en le rendant un peu glamour et sexy. Ok, ça marche. Et enfin, ta citation favorite ou du moment, est-ce que tu en as une? Parce que je sais que tu m'as dit que tu n'étais pas forcément très fan de citations, ce que je comprends, c'est un peu ma lubie personnelle, donc, donc pas de jugement là-dessus. Les citations, j'ai parfois un peu de mal parce que sorti du contexte, ça peut être interprété d'une manière ou d'une autre, donc je suis pas une grosse fan de citations, mais en fait, du coup, quand tu m'as dit, oui, ce serait bien que tu prépares une petite citation, j'ai un peu réfléchi et en fait, je me suis souvenue d'avoir lu sur le frigo de mon frère. C'était une citation en anglais, mais du coup, qui se traduit littéralement par quelque chose comme ceux qui ont abandonné leurs rêves essaieront toujours de détruire les tiens. Donc, en fait, c'est un peu n'écoute pas ceux qui ont un avis négatif. Parce que généralement, les gens qui ont un avis très négatif, qui vont dire « Ah non, mais fais pas ça, c'est une erreur. Non, mais t'imagines, si tu fais ça alors que t'as pas d'argent, mais tu sais pas ce qui va t'arriver. » En fait, les gens qui ont un avis trop négatif sur les choses, trop tranché, généralement, ce sont des gens qui sont frileux. Ils sont jamais sortis de leur zone de confort et ils ont intérêt à t'éloigner à te garder dans la tienne plutôt. Parce que le fait que tu réalises ton rêve, ça les met face à leur échec à eux du fait qu'ils n'aient pas réalisé le leur. Donc ça, c'est une petite citation que je trouvais intéressante
J'ai pas la citation exacte, mais voilà, c'était un peu je me souviens du sens général. Non, mais c'est super. Et je pense que justement, c'est ça qui est important parce que toutes ces personnes qui se posent ces questions, il y en a beaucoup qui osent pas trop en parler parce qu'elles ont peur du jugement et peut-être à raison, dans le sens où quand tu commences à en parler, t'as plein de gens qui disent mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais t'as pas peur que si, et machin, et qui peuvent aussi amenuiser justement cette envie de réussir à sortir, à prendre sa vie en main. Ouais. Que ce soit se lancer dans l'entrepreneuriat ou pas d'ailleurs, quel que soit un choix qui soit un petit peu en rupture avec ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est vrai que souvent, ces personnes-là, elles le font parce qu'au final, elles projettent leur propre peur sur toi. Exactement. Et du coup, elles ont tendance à te démotiver, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être, quoi. C'est pour ça qu'il faut, comme tu dis... Oui, dis. T'as deux types de personnes. T'as celles qui le font en toute bienveillance, entre guillemets. C'est qu'elles pensent vraiment que si tu le fais, ça va être la catastrophe, parce que elles-mêmes sont jamais sorties de leur zone de confort. Mais t'as celles qui le font vraiment parce que par méchanceté. Et ça, c'est les pires. Et il faut vraiment se couper de ce genre de personnes-là parce que quand tu veux créer ton entreprise, t'as besoin d'être entouré de gens inspirants, qui ont confiance en toi, qui vont te remettre les pieds sur terre si t'en as besoin, mais qui sont capables aussi d'analyser la situation sous un angle un peu plus optimiste. Ça, c'est un travail que moi, j'ai appris à faire depuis que je suis entrepreneur parce que justement, j'avais tendance à être très pessimiste. Et en fait, le fait de m'être lancée, j'ai réalisé que les gens pessimistes, c'est des plaies, quoi. Donc, tu commences un peu quand les gens viennent vers moi et me disent, j'ai un projet, ci, ça, je les écoute, en fait, avant de juger. Et ensuite, je pose des questions pour savoir à quel point ils ont réfléchi à leur projet. Parce que parfois, tu as un projet et puis c'est un peu, tu lances un peu à l'aveugle. C'est important quand même de réfléchir bien aux choses, enfin, de les établir sur papier pour savoir à quoi s'attendre par la suite. Mais enfin, les gens qui vont te dire, moi j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit, non mais tu verras, l'entrepreneuriat c'est la chose la plus dure au monde, t'as la solitude, t'es tout seul, c'est vraiment l'horreur. Enfin, j'ai jamais vécu ça comme ça. En fait, ok, ouais, il y a eu des moments où je me sentais seule. Oui, il y a eu des moments où c'était compliqué. Mais je me suis jamais dit, au secours, je déteste ce que je fais, c'est l'enfer, quand est-ce que ça s'arrête? Jamais je me suis dit, j'avais vraiment l'impression, tel qu'on me l'exposait, que c'était, je m'aventurais dans un truc qui allait être lent à vivre, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, faut vivre les choses et s'entourer des bonnes personnes, et puis ensuite, t'avises, quoi. Hein. Parfois, ça se passe pas comme tu le veux, mais est-ce que c'est si grave que ça? C'est pas, voilà. On s'adapte toujours. Voilà. Bon, et quels sont les next steps pour Valérie? Ah, d'ailleurs, je voulais te demander pourquoi est-ce que tu as appelé ta marque Valeriana? Ah, ça c'est la grande question qu'on me pose beaucoup. Alors, Valeriana, c'est une fleur, c'est le nom latin d'une fleur. Son nom complet, c'est Valeriana impatiens. Et il s'avère que les impatiences, c'est un symptôme que tu peux avoir quand tu as des problèmes de circulation veineuse. Ça fait partie des premiers symptômes. Ça s'appelle aussi syndrome des jambes sans repos. Et donc les impatiences, ça peut te réveiller la nuit, c'est-à-dire que tu as les jambes qui bougent toutes seules et tu as juste envie de courir un marathon pour te débarrasser de ces sensations épouvantables. Et donc voilà, impatience, c'est un terme très négatif, mais Valeriana, ça l'est beaucoup moins. Et c'est une jolie fleur par ailleurs, donc c'était un petit clin d'œil. Fallait que ce soit un nom un peu féminin. En plus, ça fait un peu penser aux Amazones, aux femmes fortes. Donc, voilà, ça a plein de significations, mais la signification primaire, c'était Valeriana impatiens. Ok, super. Et donc alors, quelles sont les prochaines étapes? Alors là, l'étape qui est en cours, du coup, c'est travailler avec la rédactrice web qui va me mettre en place une communication d'enfer sur les réseaux sociaux. Donc là, ça va bien bouger sur Facebook et Instagram. Elle m'a déjà planifié des choses hyper intéressantes, donc j'ai hâte que ça arrive. Moi, de mon côté, je mets les bouchées doubles pour écrire des articles intéressants qui vont un peu conseiller les gens. Et la prochaine étape à la rentrée, je fais un partenariat avec une marque et je vais vendre en fait leurs produits sur mon site internet, ce qui va permettre de proposer des produits un peu plus de choix, des choses vraiment jolies, vraiment élégantes, avec des motifs sympas, très à la mode, que moi par ailleurs j'ai pas forcément développé parce que ça prend vraiment
Enfin, c'est coûteux, ça prend vraiment beaucoup de temps de développer un nouveau produit. J'en ai déjà développé un, je suis en train d'en développer un deuxième. Et donc, si je veux avoir plus de choses à présenter, ben là, je trouve que c'était la bonne occasion. Donc, c'est un partenariat avec une autre marque. Et puis, je laisse la surprise pour la rentrée. Trop bien. Et écoute, merci beaucoup. Tu nous as communiqué énormément d'informations. Merci beaucoup de nous avoir livré avec sincérité tout ton parcours, les étapes de ton entreprise. Et je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Bonne continuation à toi. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les notes et références de l'épisode en barre d'infos ou sur www.piratelepodcast.com. Et si vous avez des questions, des suggestions ou juste envie de me laisser un petit mot, vous pouvez le faire via les commentaires si vous m'écoutez sur Apple Podcast ou alors m'écrire à l'adresse contact@piratelepodcast.com. À bientôt!